Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre leçon numéro 22 du module mathématiques 1. Cette leçon a pour titre complément sur le calcul des primitives. Alors, cette leçon est en fait comme, je dirais, un petit peu une sorte de conclusion un petit peu de tout ce qu'on avait un peu sur la notion d'intégrale. Alors, je précise toujours, soit on intègre sur des intervalles fermés bornés, AB, soit on fait le calcul de primitives. Nous avions introduit la notion d'intégrale pour les fonctions en escalier, pour les fonctions continues par morceaux, et ensuite pour les fonctions continues. Nous avions développé un certain nombre de techniques pour calculer ces intégrales et primitives. Entre autres, et surtout, parmi les plus intéressantes, c'était faire de l'intégration par partie, peut-être une fois, peut-être de manière itérée 2-3 fois, mais c'est toujours la technique d'intégration par partie. Nous avions aussi parlé de changement de variable, qui est une technique qui est très importante, et on doit le mettre. Et aujourd'hui, on va donc travailler sur ces compléments. Cette leçon, donc, on va commencer par donner un petit peu l'utilisation de la linéarité pour le calcul de primitives. Un cas très important, c'est le cas des fonctions, le produit d'une certaine puissance de sinus x par une certaine puissance de cosinus x. Donc vous voyez, sinus à la puissance px, cosinus à la puissance qx, bien sûr p et q étant des nombres entiers. Alors, maintenant aussi un cas très important de calcul de primitives, c'est dans le cas où je prends une exponentielle multipliée par un certain polynôme. Donc p de x fois exponentielle ax. Qu'est-ce que nous avons pour faire ce genre de primitive? Ensuite, nous passerons à l'utilisation des récurrences pour calculer les primitives. Puis, cas très important, on verra parce que dans la plupart des cas, par changement de variable, on se ramènera à cas des fractions rationnelles. Donc, on va voir comment faire les primitives des fractions rationnelles. Règles de Bioch. Alors, les règles de Bioch, si vous voulez, ça s'entend des techniques, des cas un petit peu qui permettront, dans la plupart des cas, de simplifier un petit peu l'intégration de fractions rationnelles en sinus x, en cosinus x, et puis aussi, dans certains cas, des fractions rationnelles en SHX et CHX. Enfin, nous parlerons de quelques intégrales abéliennes. Alors, pour juste parler un petit peu d'intégrales abéliennes, ce sont des intégrales qui viennent du calcul de certaines fractions rationnelles. Donc, on est obligé au moins d'en parler un petit peu. On passe maintenant à la linéarité. Alors, comme vous allez voir un petit peu, cette notion de linéarité est très très simple. On la connaît déjà. Ce qui est très important, c'est que si je note f de x dx égale à f de x plus lambda, vous voyez un petit peu, je rappellerai toujours que ceci est une primitive. Donc, je fais le calcul et je dois ajouter lambda dans le cas où je ne suis pas obligé de spécifier quelle valeur prend cette primitive. Donc, à vous, à chaque fois, quand on vous demandera de calculer une primitive, alors vous allez suivre grosso modo un petit peu toute la machinerie qu'on va développer dans cette leçon, et à la fin, vous obtiendrez une certaine fonction grand F qui est une primitive, vous lui ajouterez lambda pour dire, voilà, si je change lambda, je change de primitive. Toutes les primitives vont être à une constante près. Donc, je considère l'ensemble de toutes les grandes f de x plus lambda, lambda étant quelconque dans R, cet ensemble-là, il constitue l'ensemble de toutes les primitives d'une certaine application grand F, donc vous voyez ici, et nous spécifions ici f de x dx, et vous voyez ici que il n'y a pas de borne, c'est tout simplement pour dire, ce qui m'intéresse, c'est la ou les primitives. Par linéarité, bien sûr, vous voyez la primitive de la somme de fonctions. Donc, vous voyez ici, je prends une combinaison linéaire lambda 1, f1. Donc, vous voyez, ce n'est pas la peine d'insister, la somme de 1 jusqu'à n. On sait qu'on prend une combinaison linéaire finie. Lambda 1, f1, lambda 2, f2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse le plus, c'est dire la primitive de la somme, c'est la somme des primitives. Bien sûr, par linéarité,
les scalaires sortent de l'intégrale. Donc vous voyez, sortent de l'intégrale. C'est très intéressant et très important. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, on verra par exemple pour les cas des fonctions circulaires ou circulaires hyperboliques, on aura affaire de ce que l'on appelle la linéarisation. D'ailleurs, on l'avait déjà utilisé dans une leçon précédente. Et puis, on utilise dans ce cas-là tout simplement la linéarité. Par exemple, vous voyez ici, je prends l'intégrale de racine de x moins 1 sur racine de x au carré. Ce n'est que x moins 2 plus 1 sur x, dx. Donc, je prends la primitive de x, c'est x carré sur 2, moins 2 fois la primitive de 1, c'est x, plus une fois la primitive de 1 sur x, et ça me donne ceci. Donc, on a utilisé la linéarité. Mais souvent, on aura à le faire. Maintenant, passons aux primitives des fonctions de la forme sinus à la puissance px fois cosinus à la puissance qx, bien sûr, p et q étant des entiers naturels. Alors, les règles d'intégration ou de calcul de ces primitives-là dépendent en fait de la parité ou imparité des entiers p et q. Alors, si on veut calculer cette intégrale avec pq dans n, tout dépend de la parité de p et q. Si p, si p est impair, on peut poser, donc vous voyez, on fait ici un changement de variable, et c'est là où la notation différentielle est très intéressante. T égale cosinus x, et donc dt égale moins sinus x dx. Alors, on verra un petit peu quelques exemples. Si q, vous voyez ici p, c'est pour la partie où il y a p, sinus. Ici q est impair, on peut poser t égale sinus x, et donc dt égale moins cosinus x dx. On va prendre quand même quelques exemples. Ce qui m'intéresse par exemple ici, c'est prendre intégrale de sinus cube x cosinus à la puissance 4 x dx. On voit ici que p est impair, c'est 3. Donc on va poser t égale cosinus x. Automatiquement, il ne faut jamais oublier que sur le champ, je vais dire dt égale moins sinus x dx. Alors, maintenant, ce qu'il nous faut, à chaque fois qu'on fait un changement de variable, il faudrait changer à l'intérieur. Vous voyez ici, l'intérieur, c'est une fonction qui dépend de x. Il faudrait, par changement de variable, avoir une fonction qui dépend de t, et puis avoir ici l'élément différentiel dt. Sinus cube x, je vais sortir ce sinus. Qu'est-ce que je vais garder? Je vais garder sinus au carré. Mais sinus au carré s'écrit très très bien en fonction de cosinus, puisque sinus au carré x est égal à 1 moins cosinus au carré. Donc je vais avoir 1 moins cosinus au carré, ça donnera donc 1 moins t carré. Alors, je n'oublie pas que j'ai moins sinus x dx qui va être à dt, donc je vais avoir moins, déjà ici je vais écrire dt, donc, et puis j'ai ici cosinus à la puissance 4x qui va changer par t à la puissance 4. Donc, ce que je vais obtenir, c'est intégrale de t à la puissance 4 que multiplie t carré moins 1 dt, puisqu'on a utilisé la linéarité, le moins qu'il y avait à l'extérieur, je l'ai rentré. On va encore utiliser la linéarité parce que ceci c'est intégrale de t à la puissance 6 moins t à la puissance 4, bien sûr, dt. Donc, je dis la primitive de cette somme-là, ça va être la somme. T à la puissance 6, on se rappelle des primitives usuelles, ça va être t à la puissance 7 sur 7, moins t à la puissance 5 sur 5, bien sûr, plus lambda. Et enfin, on va remettre t qui était égal à cosinus x, donc on obtiendra notre primitive, c'est cosinus à la puissance 7 x sur 7, moins cosinus x à la puissance 5 sur 5, et bien sûr, je n'oublie jamais le lambda. Donc la primitive de sinus au cube x cosinus à la puissance 4 x dx, c'est cosinus à la puissance 7 x sur 7, moins cosinus à la puissance 5 x sur 5. Et vous voyez qu'on a utilisé ici aussi bien le changement de variable qu'il faut, aussi bien que la linéarité. Bon, un autre exemple, c'est, on a envie de faire cosinus à la puissance 5 x dx. Dans ce cas-là, on est dans le cas
Q impair. Donc on va poser t égale à sinus x. Donc vous voyez, c'est donné. Automatiquement, j'écris dt égale cosinus x dx. Vous remarquez que je vais séparer parmi les cosinus à la puissance 5, je vais en séparer un qui est cosinus x dx qui va correspondre à dt. Donc vous voyez, c'est dt. Qu'est-ce qui me reste ici? Il me reste ici cosinus à la puissance 4. Mais cosinus à la puissance 4, c'est cosinus au carré fois cosinus au carré. Et cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré. Donc je vais avoir 1 moins t carré. Alors 1 moins t carré, c'est 1 moins sinus carré, sont donc cosinus carré. Donc je vais prendre cette quantité au carré. Alors bien sûr, je vais encore développer. Donc c'est 1 moins 2t carré plus t4. Bien sûr, n'oublions pas le dt. J'intègre, j'utilise toujours la linéarité. L'intégrale de 1, c'est t, moins 2 fois la primitive de t au carré, c'est t3 sur 3, plus t à la puissance 5 sur 5, plus lambda. Je remplace donc tc sinus x, moins 2 tiers de sinus cube x, plus 1 cinquième de sinus à la puissance 5x, bien sûr, plus lambda. Alors lambda, il est toujours là, on l'ajoute à la fin pour montrer qu'en fait, nous cherchons toutes les primitives. Donc ainsi, nous avons... Alors maintenant, dans le cas où P et Q sont tous les deux pairs, on linéarise. Alors, qu'est-ce que c'est que linéariser? Je vais donner un exemple. Si je donne un exemple ici, je veux calculer cosinus à la puissance 4x grâce aux formules des fonctions circulaires que vous connaissez déjà. Je peux transformer cette quantité, dire j'ai ici cosinus x à la puissance 4. Je vais me ramener à cosinus 2x. Et puis enfin, se ramener à cosinus 4x. Comment faire? J'ai cosinus au carré x qui est égal à 1 plus cosinus 2x sur 2. Alors, si je veux prendre maintenant cosinus 4x, ça va donc être le carré. Donc, je vais sortir le 1 demi tout seul, donc c'est 1 quart. Du carré de ceci, ça fait 1, plus 2 cosinus 2x, plus cosinus au carré de 2x. Mais cosinus au carré de 2x, je n'ai qu'à remplacer ici x par 2x. Ça va me donner donc 1 quart. J'ai 1, je le garde. Cosinus 2x ici, je garde. Et cosinus carré 2x, je le remplace par 1 plus cosinus 4x, vous voyez, sur 2. Ainsi, on obtient 1 quart plus 1 demi cosinus 2x. J'ai encore 1 huitième. 1 huitième plus 1 quart, ça me donnera 3 huitièmes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser la linéarité de l'intégrale. La primitive de 1, ça va être x. La primitive de cosinus 2x, ça va être 1 sur 2 sinus 2x. 1 demi, bon, c'est toujours 1 à 1 demi près, ça va être x. Cosinus 4x, ça va être 1 quart de sinus 4x. Je ne veux pas finir cette écriture-là parce que, en fait, ce qui est très important ici, c'est cette opération de linéarisation qui, à partir de ce cas-là, on y va. Alors, juste pour dire pourquoi ça ne marchait pas, les changements de variables tout à l'heure. Si j'avais pris t égale à cosinus x, dt égale à sinus x dx, je ne vois pas de sinus x ici. Donc, comment je vais faire? Si maintenant j'avais pris t égale sinus x, dt égale à cosinus x dx, je sors le cosinus x avec ici, il va me rester une puissance impaire. Cosinus cube, je ne sais pas, hein, sauf si j'ai envie de travailler avec des racines, donc on compliquera. Donc dans le cas où P est pair et Q impair, la simple opération, c'est de faire la linéarisation. Primitive de, maintenant on passe aux primitives d'un polynôme multiplié par une exponentielle. Donc maintenant, on suppose que P est un polynôme. Alors, primitive de P de x exponentielle à x où P est un polynôme. Alors, il y a déjà la première méthode
je vais juste donner un petit peu l'idée. J'ai P de x, j'ai exponentielle AX, dx. Quel est l'avantage des polynômes? L'avantage des polynômes, c'est que je peux, à partir d'un certain nombre de dérivations, trouver 0. Donc, en fin de compte, pensez à dériver pour abaisser le degré du polynôme. Alors, si je pense à cette opération de dérivation, pardon, c'est que je pense à faire une intégration par partie. Je dérive celle-là et j'intègre l'exponentielle a de x. Or, l'intégration de la fonction exponentielle a de x, c'est très simple. La primitive d'exponentielle a de x n'est que 1 sur a exponentielle a de x. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je dérive au fur et à mesure, ici p de x, et bien sûr, à chaque fois, j'aurai 1 sur a exponentielle a x. Et ce qui va se passer, au bout d'un certain nombre de, si vous voulez, au bout d'un certain nombre d'itérations, c'est un peu le calcul par intégration par partie itérative, je me ramènerai à la fin à un certain polynôme qui est nul, donc là, ça va s'arrêter. Donc, ici, on peut effectuer des intégrations par partie successives, bien sûr autant que le dérivé polynôme, parce que je sais qu'une dérivée qui est strictement supérieure au degré du polynôme, ça me donne 0. Mais on doit réserver cette méthode au cas où degré de P est assez petit, parce qu'on ne peut pas s'amuser à faire 5 fois, 6 fois. Vous pourriez toujours essayer de le faire, mais vous allez voir quand même que ça vous prendra un peu trop de travail. Autre méthode, il est souvent préférable, ce qu'on appelle ici, d'utiliser la méthode des coefficients indéterminés. Alors, c'est quoi la méthode des coefficients indéterminés? Je cherche la primitive d'un polynôme fois une exponentielle. Je sais que ça va être de la forme un polynôme fois exponentielle. Le degré du polynôme Q va être exactement égal au degré du polynôme P. Donc, par exemple, si on veut faire, si on veut, par exemple, calculer x carré plus 1 exponentielle x dx, alors ici, le degré étant petit, j'aurais pu faire des intégrations par partie. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de bien illustrer cette méthode de primitive, si vous voulez, de coefficient indéterminé. Je vais chercher q de x, un polynôme de degré 2, donc de la forme alpha x carré plus bêta x plus gamma. Et je vais dire que ce alpha x carré plus bêta x plus gamma fois exponentielle x, ceci est égal à cette primitive. Dire que c'est une primitive, ça signifie que si je dérive cette quantité, je dois obtenir ceci. Alors, dérivant ceci. Si je dérive ceci, j'obtiendrai 2 alpha x plus bêta. C'est la dérivée de ceci, je garde exponentielle fixe. Après, quand je dérive exponentielle, donc je garderai ceci fixe, plus alpha x carré plus bêta x plus gamma exponentielle x. Ceci doit être égal à x carré plus 1 exponentielle x. Et vous voyez l'avantage, pourquoi on travaille ici avec les exponentielles? Parce que les exponentielles ne s'annulent jamais. Je peux donc simplifier, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Quel est le terme en x carré? Ici c'est alpha, ici c'est 1. Donc alpha égale à 1. Alors, donc, ayant fini avec alpha égale à 1, quel est le terme en x? Ici il est nul. J'ai ici 2 alpha plus bêta. Donc j'aurai 2 alpha plus bêta égale à 0. 2 alpha c'est 2. Bêta plus 2 égale à 0. Donc bêta égale à moins 2. Enfin, quel est le terme constant? C'est bêta plus gamma doit être égal à 1. Bêta c'est moins 2. Donc j'ai moins 2 plus gamma égale à 1. Donc gamma doit être égal à 3. Ainsi, nous avons trouvé, q de x qui est égal x carré moins 2x plus 3, et la primitive va être x carré moins 2x plus 3, le tout fois exponentielle x. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des coefficients indéterminés. Disons que c'est la méthode que je préfère un peu le plus, parce que les intégrations par partie, dès qu'on a un degré qui est assez grand, ça commence à être compliqué. Donc ici, l'intérêt, c'est qu'on est en train de faire une identification pour trouver des coefficients. Maintenant, nous allons passer à des primitives du type p de x sinus ax
ou P de x cosinus AX, P de x SHAX, ou P de x CHAX. Alors, je dirais un petit mot déjà concernant SHAX. Vous savez que SH, c'est égal, si vous voulez, SHU, pardon, est égal à exponentielle U moins exponentielle moins U sur 2. Donc, par linéarité, on se ramène à un polynôme fois exponentielle AX, et puis le même polynôme exponentielle moins AX. Donc, qu'on traite soit par la méthode des intégrations par parties successives, soit par la méthode des coefficients indéterminés. De la même manière, P de x fois CHAX, ça va être P de x exponentielle AX plus exponentielle moins AX. Bien sûr, j'oublie le 1,5 parce que ça, on l'utilise par linéarité. Donc, je me ramène finalement au cas précédent. Alors, dans le cas P de x sinus AX, en fait, on peut dire une chose, c'est sinus AX par les formules de Moivre se ramène à des exponentielles, mais bien sûr complexes. On verra en fait que tout marche très très bien et que à la fin, une fois qu'on a fait les calculs, on obtiendra notre calcul réel. Bien sûr, si vous voulez utiliser ici l'intégration par partie, faites très attention parce que ici, la primitive du sinus, c'est le cosinus, mais la primitive du cosinus, c'est encore un sinus. Bien sûr, avec des 1 sur a à chaque côté. Donc en fait, ici, il faudrait aller par, si on fait l'intégration par partie, il faudrait par 2 par 2. 2 fois par 2 fois. La même chose pour le cosinus. Mais si on utilise les formules de Moivre, on se ramènera toujours au cas d'un polynôme avec une exponentielle. Maintenant, utilisation des récurrences. C'est un cas qui est assez courant de faire des récurrences. Alors, pour faire des récurrences, on donne ici un exemple. Grosso modo, c'est nous cherchons une primitive qui dépend d'un certain n, si vous voulez. Bon, on dit ici n parce que nous avons envie d'itérer, donc dire des récurrences. Supposons que vous avez quelque chose à la puissance 4, vous voulez ramener à quelque chose à la puissance 3, puis vous voulez ramener à quelque chose à la puissance 2, et ainsi de suite, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, vous avez finalement indexé par I4, qui se ramène à I3, qui se ramène à I2, qui se ramène à I1, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va trouver une relation entre IN et IN-1, et parfois, comme un petit peu, je viens juste de le dire, une intégration par partie, 2 fois, donc on se ramènera plutôt à IN-2. Donc, en fait, on fait de l'intégration par partie. Alors, un cas très très simple correspond en fait aux intégrales, ce qu'on appelle les intégrales de Wallis. Je vais juste voir comment peut-on faire sinus à la puissance n x dx. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que l'on va faire ici, c'est faire une intégration par partie en disant, je fais un sinus et je prends après un sinus à la puissance n-1. Pourquoi? Parce que vous voyez, si je note ici IN, c'est que ce qui m'intéresse, ce sont les puissances des sinus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une intégration par partie en disant que ça, c'est sinus x et sinus à la puissance n-1x dx. Donc, on va dire, ça, j'ai envie de le dériver, parce que j'abaisse, et ça, je vais l'intégrer. Donc, ça va me donner quoi? Quelle est la primitive de sinus x? C'est moins cosinus x. Alors, moins intégrale, maintenant de, vous voyez, la primitive, c'est un moins, donc j'aurai un plus, cosinus x. Mais c'est quoi la dérivée de sinus à la puissance n-1x? Ça va être n-1 cosinus x, et puis, bien sûr, sinus à la puissance n-2. Donc j'aurai ici, comme ça, n-1, et je m'excuse, je vais écrire ici s sinus à la puissance n-2 x dx. Donc, cette partie va rester fixe, puisqu'on ne la change pas. C'est juste pour illustrer, hein. On ne va pas faire tout le calcul. X. Ici, cosinus carré, c'est 1 moins sinus carré. Donc, j'aurai plus n-1 intégrale de sinus à la puissance n-2 x dx. Et bien sûr, moins n-1 intégrale de sinus à la puissance n x dx. Bon, donc, si on fait cette intégration, vous voyez ici,
IN, il est où? Il est de ce côté, il est de ce côté, mais on a ici IN-2 de ce côté. Bien sûr avec ce terme. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu tout simplement qu'on a une relation entre IN et IN-2. Primitive de fraction rationnelle. Alors, des fractions rationnelles, comme vous avez déjà vu un petit peu en cours d'algèbre, on peut leur faire un traitement un peu particulier. C'est quoi ce traitement? Tout simplement en décomposant en éléments simples dans R. Donc, pour rappeler un tout petit peu qu'est-ce que c'est que la décomposition en éléments simples, si vous avez c'est juste un petit rappel, ça c'est en cours d'algèbre, c'est, vous avez par exemple la fraction rationnelle puis je prends 1. Décomposition en éléments simples, je vais voir au dénominateur quels sont les termes irréductibles dans R. J'ai x plus 1 qui est au carré, degré 1. J'ai x puissance x moins 1 qui est à la puissance 1. Mais j'ai le terme x carré plus 1, x carré plus 1 au carré. Donc ici, j'aurai de la forme a sur x plus 1, plus b sur x plus 1 au carré, plus c sur x moins 1, plus d sur x carré plus 1, plus e sur x carré plus 1 au carré. Alors cet exemple est très édifiant parce qu'on va voir en fait, ici on a la plupart des termes que nous voudrions utiliser. Donc, chaque fois qu'on a une fraction rationnelle, on doit la décomposer en éléments simples. Et donc, je prends la primitive de ce terme, 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 et enfin, je prends la primitive de ce terme, si vous voulez, par linéarité. Donc, on obtiendra, donc ici j'ai pris 2, mais si j'avais 3, j'aurais 3. On obtiendra des expressions du type lambda x plus mu sur x carré plus bx plus c à la puissance n où b carré moins 4c est négatif. J'avais dit ici que c'était irréductible. Alors, dans ce cas-là, on doit faire cette écriture, vous voyez. Vous pouvez toujours réviser ça sur votre site Netuno. Et donc, faire cette écriture-là. Et ensuite, une fois on a fait cette écriture-là, on va écrire g de x égale 2x plus b sur 2x carré plus bx plus c à la puissance n. Elle s'intègre de la manière u' de x sur u de x. Il reste uniquement à intégrer cette, vous voyez, cette fraction rationnelle typique. Alors, on la met sous forme canonique, c'est ça? D'accord? On la met sous forme canonique. Et une fois mise sous forme canonique, on fait un changement de variable qui nous ramènera à des intégrales de ce type-là, dt sur t carré plus carré à la puissance n. On est ramené à une intégrale que l'on sait faire. Donc, c'est une succession de manipulations et de changements de variables qui vont nous permettre de faire ceci. Maintenant, on va passer à ce que l'on appelle les règles de Bioch. Qu'est-ce que c'est que les règles de Bioch? Alors, les règles de Bioch, on est intéressé par des fractions rationnelles, mais en sinus x, cosinus x et en tangente x. Vous voyez? Donc, dire fraction rationnelle en, en sinus x, cosinus, tangente x, c'est tout simplement, j'ai des puissances entières de sinus, de cosinus et peut-être de tangente en numérateur sur des puissances entières de sinus, cosinus et tangente. Ça signifie, je remplace sinus par, je sais pas, a, b, c, j'aurai un polynôme en ABC au numérateur et un polynôme en ABC au dénominateur. Qu'est-ce que c'est que les règles de Bioch? Alors, généralement, des fractions rationnelles en sinus x, cosinus x, tangente x, c'est parfois assez pénible à faire. Heureusement qu'on a ces règles-là. Alors, ces règles-là consistent à proposer un changement de variable quand cette fraction rationnelle R de sinus x, cosinus x, tangente x, mais attention, multiplié par l'élément différentiel dx, est invariante par certaines transformations. Cela signifie tout simplement que la fonction que l'on désire intégrer vérifie un certain nombre de symétries. D'accord? Alors, par certaines transformations, ces changements de variables conduisent à une fraction rationnelle. On va voir comment.
Donc, premier invariant. Si, en changeant x en moins x, vous voyez, le sinus ici à l'intérieur va changer en moins. Le cosinus ne changera pas. La tangente va transformer en moins. Dx va se transformer en moins dx. C'est pour ça que j'insiste, c'est toute cette quantité qui doit rester inchangée. Dans ce cas, on a t égale cosinus x. Donc ici, si vous voulez, une fois qu'on a fait cette vérification, on pose comme changement de variable t égale cosinus x, et bien sûr dt égale moins sinus x dx. Je remplace partout les cosinus par t, et bien sûr, il est tout à fait normal qu'on aura des sinus au carré, on a ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, on se ramènera à quoi? Vous voyez, si vous avez ici un cosinus à la puissance, par exemple 4, vous aurez t à la puissance 4. Cet avantage-là, c'est que il n'augmentera pas les degrés de notre fraction rationnelle. Donc c'est ça l'avantage un petit peu, c'est invariant dans ce cas-là. Alors maintenant, l'invariant dit sinus, toujours la même chose, je n'oublie pas le dx, parce que parfois les étudiants oublient le dx. En fait, attention, le dx est très important. Pourquoi? Vous voyez, si x change en pi moins x, dx ici change en moins dx. Donc il y a un moins qui va être ici. De la même manière, si par le changement x pi moins x, donc ici je change sinus x par sinus pi moins x, hein, donc le sinus ici ne change pas, alors que tout à l'heure il changeait par x moins x, cosinus x il va changer, hein, en moins, tangente x ça va aussi changer, et dans ce cas-là, on va prendre comme changement de variable t égale sinus x. Alors, bien sûr, de la même manière que tout à l'heure, on va avoir sinus x avec une certaine puissance, et donc cette fraction rationnelle n'augmentera pas de degré. Enfin, je vais faire de la même manière, vous voyez, le changement x plus pi, si cette quantité r de sinus x, cosinus x, tangente x, dx est inchangée, on va faire comme changement de variable tangente x. Et dans le cas, malheureusement, si on n'a pas ni l'invariant du cosinus, ni sinus, ni tangente, le seul changement de variable qui nous reste, c'est faire tangente x sur 2. Et, bien sûr, vous voyez, l'inconvénient est que le degré est doublé. Si vous aviez des puissances 5, malheureusement, vous obtenez puissance 10. Alors, comment mettre en œuvre ceci? Sinus x égale 2t sur 1 plus t carré. Si vous changez t égale tangente x sur 2, on utilise ceci. D'autre part, on a ces quantités-là, vous voyez, bon, tout ça, vous allez le réviser un petit peu sur votre cours. Et enfin, on obtiendra une fraction rationnelle. La même chose, exactement pareil, pour SHX, CHX, THX, sauf que nous n'avons pas des transformations du type pi moins x ou pi plus x. Nous avons ici uniquement la transformation x en moins x. Donc, nous avons uniquement l'invariant du sinus hyperbolique. Et dans ce cas-là, on va prendre sinus hyperbolique. C'est exactement pareil. On va obtenir une fraction rationnelle avec le même degré. Sinon, on est obligé de travailler avec la tangente hyperbolique de x sur 2. D'accord? Donc, sinon, dans le cas, je dirais, si on ne sait pas faire ni le premier ni le deuxième, on a le changement de variable u égale exponentielle x. On remplace sh par cette quantité, ch par cette quantité, le th par cette quantité, et le dx par ceci, et on obtiendra une fraction rationnelle en u. Enfin, nous allons passer à ce que l'on appelle les intégrales abéliennes. Alors, les intégrales abéliennes, il y en a deux types. Le premier type, c'est quand on a une racine énième d'une fonction homographique. Dans ce cas-là, automatiquement faire comme changement de variable y égale à ceci. Par exemple, si on avait par exemple à calculer intégrale de racine cubique de x plus 1 sur x moins 1 fois x dx, automatiquement on va écrire t égale racine cubique de x plus 1. Donc si vous voulez, c'est le cas le plus simple. Donc on obtiendra x plus 1 sur x moins 1 égale à t au cube. Donc x va être une fonction de t au cube qu'on va remplacer ici. Donc j'aurai ici t fois une fonction de t au cube. Je dérive x, après ça va être une fraction rationnelle en t au cube, en t, et on obtiendra une fraction rationnelle en t. Alors, deuxième type d'intégrale à l'abélienne, c'est quand on a maintenant une racine de ax carré plus bx plus c. Hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
première chose, on a y carré égale ax carré plus bx plus c. On se ramène à une des trois formes canoniques suivantes. Ça, il faut le faire. Donc ici, vous voyez, dans le cas où ax carré plus bx plus c est à un discriminant qui est négatif, donc ça va être la forme x plus lambda au carré plus mu au carré. Automatiquement ici, selon le mu, selon le lambda, on pose x plus ce lambda égale mu SHT. En fait, ceci, tout simplement, ce sont ce qu'on appelle des courbes algébriques d'un certain type qui s'appellent des courbes abéliennes et qu'on est en train, en fin de compte, de trouver leur paramétrage. Dans notre cas, vous voyez, dans ce cas-là, notre équation de second degré ax carré plus bx plus c a un discriminant qui est positif, donc admet des racines. Donc au lieu d'avoir ici plus mu carré, on a moins mu carré. On va mettre, au lieu de SHT, on va avoir CHT. D'accord? Et dans ce cas-là, changement de variable. Dans le cas maintenant, on a le contraire. Au lieu de x plus lambda au carré moins mu carré, on a mu carré moins x plus lambda au carré. Au lieu de prendre le CH, on va prendre donc un sinus. Alors, les termes les plus intéressants, vous voyez, 1 plus x carré. Là, on posera SHT. Donc, si vous voulez, c'est la forme modèle de ce qu'on obtient. 1 moins x carré. Le changement de variable, c'est sinus t. Racine de x carré moins 1, il faudrait, selon le x, soit je prendrai un plus ch, soit je prendrai un moins ch. D'accord? Donc, vous voyez ici, 1 plus x carré, c'est un sh, 1 moins x carré, c'est un sinus. Racine de x carré moins 1, donc tout dépend. Si x est supérieur strictement à 1, on prendra du ch. Si x est strictement inférieur à moins 1, on prendra un moins ch. Et ainsi maintenant, on va se ramener maintenant à des fractions rationnelles. Faites très attention, vous voyez, cette suite de changements de variables va ramener à une fraction rationnelle qui elle-même, il faudrait décomposer en éléments simples, qui elle-même va entraîner un certain nombre d'intégrales. Donc, j'espère que cette partie-là, au moins sur la théorie et la manière un petit peu d'obtenir les intégrales, a été bien comprise. Il est évident que pour mieux réussir vos intégrations, il faut faire un maximum d'exercices et pour faire des calculs d'intégrales. On est arrivé à la fin de notre leçon sur qu'on a appelé complément sur le calcul des primitives.